Bonsoir à tous et bienvenue sur le forum du Parti de la France. Nous nous retrouvons ce soir, non pas pour parler des Africains et des musulmans comme d'habitude. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques heures le dernier numéro de Synthèse Nationale qui a pour titre Le Fléau Woke. N'hésitez pas à l'acheter et nous allons d'ailleurs parler de ce sujet ce soir, ce qu'on appelle le wokisme que nous définirons bien sûr dans la soirée. Nous parlerons également d'actualité, de doudoune, de col roulé et de Nord Stream. Et dans cette fabuleuse émission, je serai accompagné de Ludovic Lefebvre, membre du bureau politique du Parti de la France, le responsable PDF de Paris. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Alexandre, bonsoir Roland et bonsoir à tous vos éditeurs, tous vos éditeurs. Merci aussi Roland Elie, directeur de Synthèse Nationale, et je suis d'ailleurs certain que vous avez vu son Fast and Curious dimanche dernier. Bonsoir Roland. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que le Faf and Curious, comme vous dites, n'était pas trop fastidieux à écouter. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec Epona pendant quelques minutes. Ah, évidemment, discuter avec Epona est toujours un plaisir. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sous le coup de la loi et que nous la respectons avec passion. Je rappelle les règles, allumer son microphone lorsque l'on souhaite s'exprimer, le couper lorsque l'on a terminé. L'émission se compose en deux parties, la première où je pose quelques questions à mes invités, la deuxième où ce sont directement vous, chers auditeurs, qui pourrez poser les vôtres. Chers invités, vous pouvez rebondir bien sûr sur les réponses de l'un et de l'autre, soyez loquaces. Roland Elie, pouvez-vous nous définir le wokisme? D'où vient-il et en quoi est-il une menace pour la France? Bah, tout d'abord, c'est pas une menace uniquement pour la France, c'est une menace pour l'humanité en général. Bon, le wokisme, c'est comment dire, c'est une théorie, une idéologie qui est arrivée, qui a pris naissance il y a une quarantaine d'années sur les campus américains. C'est un petit peu, comment dirais-je, la suite de ce qu'on a pu appeler à un moment donné le mouvement pour la paix, contre le racisme, contre pour l'écologie d'une manière un petit peu politique. Enfin bref, ces idées qui se sont brassées. Et ça a donné le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire une volonté de détruire tout ce qui est, de déconstruire plus exactement, tout ce qui représente notre civilisation, nos traditions, nos nations, tout ça pour instaurer un jour ou l'autre une espèce de melting pot mondial dans lequel tout le monde serait égal, tout le monde serait, tous les gens pourraient, ce ne serait plus que des consommateurs, il n'y aurait plus d'identité, il n'y aurait plus d'identité nationale, bien sûr, il n'y aurait plus d'identité civilisationnelle, il n'y aurait même plus d'identité sexuelle. Et je ne parle pas d'identité raciale, ça ferait partie de l'Antiquité. Et cette volonté de tout détruire, ça s'appelle aujourd'hui le wokisme. Et ça, c'est parti, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une quarantaine d'années, mais ça s'est développé depuis quelques temps, depuis quelques années, par l'intermédiaire des mouvements, comme on a pu le voir, Black Lives Matter, les mouvements LGBT, enfin, tout ce qui est aujourd'hui caractérise plus la vie politique et la vie sociétale que les confrontations idéologiques des années du XXe siècle, par exemple, eh bien, tout cela, ça donne le wokisme. Ça donne cette volonté de tout détruire, tout déconstruire, pour construire peut-être quelque chose en tout cas, nous autres nationaux, identitaires, nationalistes, refusons, en tout cas. Voilà. J'ai résumé, hein, après, on pourrait aussi prendre les racines dans le mouvement hippie, on aurait pu peut-être prendre les racines dans le mouvement contre la guerre au Vietnam dans les années 60, 70. Enfin bref, tout ça, ça a donné cette idéologie qui aujourd'hui est une idéologie folle, il faut bien le dire. Merci Roland Elie de votre réponse. Ludovic Lefebvre, remarquez-vous aussi une propagation de ce qu'on appelle le wokisme en France? Il faudrait être bien sourd et bien aveugle pour ne pas remarquer, cher Alexandre. Voilà, Roland nous a donné une bonne définition du wokisme. Bon, si on veut faire une traduction littérale, hein, c'est en prenant le participe, le verbe, c'est les réveiller. Donc voilà, c'est des gens qui se sont réveillés, disent-ils,
peut-être j'ai quand même tendance à voir que ça ne se passe qu'en Occident. Ça a l'air d'être le seul parti du monde concerné, donc Europe de l'Ouest, États-Unis, Australie, et tous égaux. Mais j'ai le sentiment, c'est comme ouais, c'est comme l'insécurité, c'est qu'un sentiment que les Blancs sont un peu moins égaux sur ce coup-là, sur le coup de cet égalitarisme et tout. C'est aussi un effacement de l'histoire. On l'a vu avec cette volonté d'enlever les statues de Colbert, de Napoléon, par exemple. Et je finirai juste en parlant des gens qui faisaient quelque part du wokisme sans le savoir, en nous disant déjà bientôt, bien avant que ce soit en vogue, du moins en France, que c'était les tirailleurs sénégalais, les Maghrébins qui avaient gagné la guerre, qui avaient construit la France, que nous, on n'avait rien fait. C'est quand même quelque chose dans cette idéologie, il faut aussi retenir l'idée que c'est une mise sur le côté qui a une notion de défacement. Ça va avec toutes nos idées de grand remplacement, etc. Ça arrange à la fois les libéraux pour des questions économiques, d'enlever tout ça, comme l'a bien précisé Roland, d'enlever toutes les notions de genre, d'identité, qu'elles soient raciales, culturelles ou autres. Et évidemment que les communistes, ben ça, ils adorent, ils étaient porteurs de valises, donc s'ils peuvent continuer dans ce prolongement, ils sont internationalistes aussi de leur côté. Donc voilà le petit complément que je veux ajouter. Moi, la façon dont je vois le wokisme, il y en a déjà depuis un bout de temps. On pourrait dire même la Révolution française, ça commençait déjà à réécrire l'ancien régime quelque part, avec des moments de forte apogée. Et puis là, nous, depuis quelques années, ben, le wokisme, on est en plein dedans et on le vit. Il y a aussi un wokisme dans l'action, si vous voulez. L'homme blanc étant tellement mauvais que on n'en trouve plus dans les bureaux de poste, par exemple, pour faire l'accueil ou des choses comme ça. Enfin, du moins ici en Ile-de-France. J'espère que c'est bien différent dans d'autres, que c'est encore bien, bien différent, je l'espère de tout cœur, dans d'autres régions de notre chère France. Donc voilà le petit complément que je voulais ajouter, moi, de mon côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce wokisme, c'est vraiment l'incarnation, par exemple, du wokisme aujourd'hui. Pour faire simple, ça pourrait être une Sandrine Rousseau ou des gens comme ça qui ne passent leur temps à vouloir tout détruire, tout contester, nous culpabiliser en permanence. Bon, évidemment, c'est l'aboutissement de toute cette habitude qui a été prise depuis quelque temps de, de toujours vouloir nous réduire à un rôle que nous n'avons jamais eu, évidemment, puisque nous n'avons aucune raison de ne pas être fiers de notre passé. Mais eux, il faut toujours remettre ça en question. Voilà, et quand on détruit les origines d'un peuple, eh bien, ce peuple n'est pas amené à aller bien loin, c'est clair. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Voilà un petit peu résumé le wokisme. Alors ce wokisme, eh bien, il se combat. Ce wokisme, c'est aussi la suite de 5 ans de macronisme. Le pire est toujours devant nous. Eh bien, 5 ans de macronisme vont peut-être engendrer 5 ans de wokisme. Et croyez-moi, ça ne sera pas glorieux. Justement, Roland Illy, vous dites que le pire est encore devant nous, et d'ailleurs, la première page de votre dernier numéro de Synthèse nationale est titrée Le pire est à venir. Pouvez-vous nous en dire plus? Le, on le voit bien depuis, j'ai peut-être le privilège ou le défaut, le défaut par rapport à vous d'être beaucoup plus âgé que vous, et enfin un petit peu plus âgé que vous, on va dire. Et bon, on voit comment le monde a sombré depuis, notamment la France en particulier, et l'Europe ont sombré depuis 40 ans, depuis le début des années 60. Tout a commencé à. Il y a eu mai 68, il y a eu toute l'idéologie post-68 arde, il y a eu toutes ces différentes étapes qui ont été franchies les unes après les autres. Et ça, on arrive aujourd'hui à cette société où plus personne ne sait vraiment ce qu'il est. On veut absolument supprimer toute référence. On le voit avec évidemment les mélanges, comment dirais-je,
la mixité partout dans les écoles, enfin, on le voit avec l'écriture inclusive, on le voit avec enfin, tout ce qui est fait pour détruire notre identité. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Euh, il suffit de regarder autour de soi. Et ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Aujourd'hui, dans combien d'écoles, combien de fois nous avons entendu des enseignants nous expliquer qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des classes d'élèves qui sont incapables de rien comprendre à rien, quoi. Voilà, c'est ce qui est pénible. Alors, et ça ne va pas en s'arrangeant. Bon, ben, tout ça, ça donne des gens qui finissent par être des gens tout à fait anesthésiés, des gens qui finissent par être formatés, des gens qui finissent par accepter tout et n'importe quoi. Exemple qui m'arrive parfois de citer, on aurait dit à mon père, il y a 30 ans, que son fils un jour serait obligé de remplir des papiers pour sortir de chez lui, je certifie sur l'honneur que je vais dans tel ou tel supermarché à côté de chez moi acheter tel ou tel produit, personne n'aurait pu le croire, il n'aurait pas pu le croire, le malheureux. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Bon, voilà, on arrive à un degré de soumission des peuples par rapport. Merci. Un, deux tests, je crois que j'ai un problème de connexion. Merci. On est d'accord, Ludovic, que Roland Ellie ne s'exprime plus? Non, non, non. Très bien. Non, J'ai eu un petit saut de connexion, je crois. On est d'accord. Roland Ellie, vous êtes toujours là? Ah, je crois qu'il y a eu un problème de connexion de son côté. Ah bah il est parti. Il est parti, il va revenir, je pense. Bon, on peut directement enchaîner. D'ailleurs, Ludovic, justement, tant qu'on est en aparté, je tenais à vous dire que vous aviez un son qui vacillait entre le faible et le fort. Un coup, vous avez un bon son, un coup, vous n'avez pas un bon son, ça change toutes les phrases. Je ne sais pas de quoi ça vient, peut-être du positionnement du téléphone. Mais je tenais à vous faire cette remarque. Peut-être que vous êtes à un endroit où il n'y a pas énormément de réseau. Je vais quand même tenter de recontacter Bah, Roland. bon, écoutez, j'ai du réseau, il est plein. J'ai fait attention à bien charger mon portable et au niveau de ça capte bien. Je ne sais pas bien. D'accord. Je vais quand même tenter d'appeler Roland. Roland Ellie, vous avez une coupure de. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Alors attendez, je vais essayer de reprendre. Écoutez, Roland Ellie a une petite coupure de connexion, il va revenir directement. Ludovic Lefebvre, histoire de ne pas perdre la dynamique de l'émission, je vais vous poser une question en attendant. Savez-vous ce qu'on appelle la cancel culture, Ludovic? Et après, Roland reviendra. Bah, là aussi, oui, oui, excuse-moi Alexandre. Bah, comme beaucoup de choses, cancel, bon, bah, comme hélas beaucoup de choses dans notre vie maintenant, hein, y compris les enseignes de magasins et d'entreprises, il faut traduire de l'anglais. Donc voilà, tout cancel effacé, c'est une culture de l'effacement. D'ailleurs, on dit très souvent, hein, depuis longtemps, que français de souche n'existe pas. Quand même une des plus vieilles nations du monde. Hein. Roland, qui est plus documenté, pourra vous confirmer ça et mieux vous préciser que moi. Mais enfin, voilà, on entend déjà, vous voyez, le français de souche n'existe pas. Donc, à partir du moment où on n'est rien, si vous voulez, on peut éliminer rien, ça n'existe pas, on fait rien de mal. Vous voyez, si on enlève quelque chose qui n'est rien, il n'y a pas de préjudice, quoi. Donc, c'est une volonté d'effacer et nous effacer que, comme ça notre origine ethnique, dirons-nous, mais effacer aussi tout ce qui est religieux, tout ce qui est culturel, tout ce qui est l'ordre aussi de la façon de vivre. Vous voyez, les menus dans les restaurants, on pourrait décliner ça, mais on est tellement attaqué de tous les côtés qu'on pourrait décliner ça pendant longtemps. Parfait, nous avons le retour de Roland Ellie, ça arrive, les problèmes de connexion. Bon, rebonsoir Roland Ellie, je suis heureux de vous retrouver parmi il y a un problème technique. Je vois ce qui s'est passé. Enfin, l'essentiel, c'est de se retrouver. Voilà. Je vous écoute. Bah du coup, écoutez, on va passer directement à la question suivante. Merci à Ludovic Lefebvre de nous avoir expliqué ce qu'était la cancel culture et en quoi elle se manifestait. Je tiens à rajouter. Oui, effectivement, parce que les cancel culture, ça supprime ce qui fait aussi nos symboles, nos points de repère. Moi, je pense
Je crois savoir que la Blanche-Neige a des problèmes de censure également avec Disney+, et que tous nos classiques se font revoir et déconstruire pour mettre des choses absolument répugnantes à la place. Roland Elly, pensez-vous justement que Netflix et tous les outils américains mis à disposition en France ont une influence sur la mentalité des Français? Ah oui, vous savez, il n'y a pas que les outils américains, d'ailleurs, avec, avec toutes les séries, enfin, les séries télévisées que l'on a, qui sont créées à bas prix bien souvent et que l'on impose sur toutes les chaînes, qui passent d'une chaîne à l'autre tous les soirs, ça contribue évidemment à détruire l'identité de chaque peuple, puisque, vous savez, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens un jour avoir été euh, faire une tournée dans le nord de l'Europe. Une nuit, j'avais dormi en Allemagne, une autre nuit, j'avais dormi en Hollande, aux Pays-Bas, et une autre nuit en Belgique. Et sur dans les hôtels où j'étais, tous les soirs, il y avait la même série qui passait. À l'époque, c'était Dallas. C'était, je sais pas pour ceux qui, pour les plus âgés d'entre nous, peut-être que certains s'en souviennent. C'est une série américaine et voilà, c'était dans tous les pays. On présentait les mêmes programmes, les mêmes. Eh bien, ça arrive à une uniformisation des cerveaux. On en arrive à un système où les gens, voilà, n'ont plus de références locales, de références historiques correspondant à leur peuple, leur civilisation, et on arrive toujours à la même chose, c'est imposer la doxa américaine, imposer les critères qui sont ceux d'outre-Atlantique. Voilà. Bon, après tout, ils sont très forts. On devrait, au lieu de s'en lamenter, on ferait mieux d'essayer de les imiter, mais ça, c'est un autre problème. Merci, merci Roland Elly. Ne pensez-vous pas, Ludovic Lefebvre, que cette déconstruction permanente et absolue de ce qu'on appelle les wokistes, finalement, n'est pas une réponse, une forme de vengeance à leur propre échec, à leur propre médiocrité, c'est-à-dire vouloir révolutionner tout leur environnement parce que leur environnement ne leur plaise pas? Oh, parce que je sais pas si je l'ai précisé. Oui, Ludovic Lefebvre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu systématiquement avant de vous exprimer. J'avais perdu mon bouton bleu. Je suis désolé. Je sais pas trop. Eh ben, écoutez, oui, évidemment, mais je pense que ce n'est pas non plus la seule cause. C'est-à-dire que, par exemple, là, Roland parlait tout à l'heure des crises successives de Sandrine Rousseau. C'est aussi qu'il y a une place vacante, qu'il y a un état de faiblesse. Moi, je crois quand même à toutes ces positions où, de dominant-dominé, si vous voulez. Avant, il n'était pas question d'apitoiement excessif, de grande repentance, d'amour inconditionnel permanent, de tout ça, de compassion. Avant, nous avions l'esprit conquérant. C'était bien de gagner une bataille, c'était bien d'être un homme blanc. On n'était pas toujours dans cette repentance qui est lourde de mensonges. Hein. On a tous lu Lefebvre, voilà, Lugan, un tas de gens comme ça qui nous ont informés, qui ont remis des choses en place. Et je crois aussi qu'il y a la démission de l'homme blanc aussi. Si on ne décide pas de redevenir conquérant, batailleur, de faire une révolution intérieure, de changer son état d'esprit, eh bien, évidemment, on est en position de faiblesse. Il y a une place qui devient vacante. Alors, la place de l'homme peut être convoitée par des féministes dominantes comme Sandrine Rousseau qui ont envie de prendre la place de notre société qui est grosso modo patriarcale. Ça aussi, c'est discutable. Même du temps des Gaulois, il y avait des notions d'égalité, des chefs de guerre, un tas de choses comme ça. Monarchie, il y a eu des périodes où les femmes ont une belle part dans le pouvoir. Donc, je crois vraiment que grosso modo, on était puissant, bien qu'un petit pays géographiquement, parce qu'on avait cet esprit de se défendre, d'être batailleur, d'être conquérant, plutôt que d'avoir cet esprit avec le dos voûté. J'espère que je me fais bien comprendre.
J'ai personnellement très bien compris et je pense que nos auditeurs aussi. Roland, Elie, avant cela, j'aurais aimé vous je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Non, mais Ludovic, Lefebvre? c'est très bien ce que vient d'expliquer notre ami Ludovic. Voilà, il ne faut pas soit on accepte la soumission, soit on la refuse. Bon, voilà, je pense que tous autant que nous sommes, et je pense que c'est le cas de la grande majorité de nos auditeurs, nous faisons partie de ces gens qui refusent de voir notre monde se courber devant les desiderata de minorités qui veulent imposer leur façon de voir et qui veulent surtout détruire tout ce qui a fait la force de nos nations, de notre civilisation. Et voilà, c'est ça qui est important. Bien évidemment, et ce qui est important, nous voulons le préserver et justement, il y avait aujourd'hui, je pense que vous le saviez, une grève aujourd'hui, nous allons en parler brièvement, nous parlerons un petit peu d'actualité avant de revenir sur le wokisme. D'ailleurs, notre président Thomas Joly avait communiqué à ce sujet en écrivant aujourd'hui: «Ce jeudi 29 septembre, la France subit une nouvelle grève aux revendications floues, sorte de rituel plus ou moins fréquent dans notre société marxisée. Outre le fait que cela donne une image déplorable de notre pays, désormais célèbre dans le monde entier pour ses paralysies sociales à répétition, l'ensemble des syndicats et partis politiques à l'origine de cette journée d'action ont tous appelé le 24 avril dernier à voter pour celui contre lequel ils manifestent aujourd'hui. Il y en a assez que la France et les Français soient régulièrement pris en otage par un ramassis de communistes schizophrènes qui ne représentent bien souvent qu'eux-mêmes. Le Parti de la France est favorable à un encadrement beaucoup plus strict du droit de grève, en particulier dans le service public. Roland Elie, que pensez-vous déjà de la grève aujourd'hui et est-ce qu'il y a un abus des grèves en général en France? Bon, la grève d'aujourd'hui, j'en pense pas grand-chose parce que je dois vous avouer que j'ai suivi, enfin, j'ai même pas suivi quelles en étaient les raisons. Bon, j'ai vu qu'il y avait des manifestations cet après-midi dans Paris, bon, et dans quelques villes de France. Bon, ben ça c'est classique, je veux dire, c'est récurrent, voilà. Alors évidemment, Thomas Joly a tout à fait raison de souligner que tous ces gens qui manifestent aujourd'hui et qui réclament, alors j'ai vu une banderole là, sur un pont tout à l'heure, il fallait 200 euros d'augmentation tout de suite. Bon, pourquoi pas, mais est-ce que c'est pas là le fond du problème? Le fond du problème, bon, les syndicats essayent de se retrouver une raison d'être. Ils ont été débordés pendant des années par les gilets, pendant des années par ce qui était le mouvement des gilets jaunes dans les années 2018-2019. Ils ont été, aujourd'hui, après, il y a eu toute la période de confinement, ils avaient commencé à relever la tête avec l'affaire des retraites en 2019, je crois, ou 2020, je ne sais plus. Enfin bref, ça a été noyé dans l'affaire du confinement. Et aujourd'hui, ils essayent de trouver une nouvelle raison, de faire parler d'eux et de mobiliser leurs troupes. Bon, on pourrait presque dire que c'est de bonne guerre, mais enfin bon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Le fond du problème, il est très simple, c'est de savoir, et on en revient toujours au même, de savoir si on accepte le mondialisme, si on accepte la globalisation, si on accepte de transformer le monde dans une espèce de village où il y aurait la zone industrielle en Asie, la maison de retraite en Europe, et puis les services bancaires en Amérique. Bon, voilà, soit on l'accepte, et à ce moment-là, eh bien, il y aura toujours des bonnes raisons de manifester, toujours des bonnes raisons de réclamer ça ou ci ou ça, soit on le refuse. Voilà, soit on revient à des économies nationales, soit on revient à des souverainetés nationales, soit on revient à tout cela. Et alors évidemment, tous ces gens qui aujourd'hui s'en prennent au gouvernement Macron, mais finalement ils ont quand même voté pour lui, alors, ils ont combattu le fascisme, dit-on. Bon, bah voilà, une fois qu'ils ont combattu le fascisme, bah, ils réclament leurs 200 euros. Maintenant, le problème, c'est pourquoi les gens, aujourd'hui, il y a un problème beaucoup plus profond que ça. Il y a le problème de la baisse du pouvoir d'achat, il y a la baisse, il y a l'augmentation de tout un tas de choses, à commencer par l'énergie, à commencer par le prix de la nourriture. Voilà, tout cela, ben, c'est lié, une fois de plus, au mondialisme. C'est lié à notre soumission à la politique américaine. Aujourd'hui, bon, ben, le gaz va augmenter. Pourquoi le gaz va augmenter? Parce que on n'a plus de gaz qui vient de Russie. Bon, ben, pourquoi il n'y a plus de gaz qui vient de Russie? Parce que on s'est aligné derrière sur l'affaire de l'Ukraine, derrière la coalition mondialiste. Et c'est toujours le même problème. Voilà. Euh, c'est comme les problèmes d'insécurité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils sont toujours liés à l'immigration. Enfin, en tout cas, les 9 dixièmes des fois. Bon, voilà, c'est comme ça.
Ludovic Lefebvre, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport aux grèves en général et ceux qui luttent, contre celui, pardon, pour qui ils ont voté il y a quelques mois maintenant? Je suis bien d'accord avec Roland et avec Thomas sur le point que bon, ce sont les gens qui ont voté pour Macron qui font grève aujourd'hui. Hein, voilà, s'ils avaient voté différemment, enfin voilà, c'est cette chose stupide-là, sachant que voilà, l'opposition n'est pas du tout telle qu'ils la décrivent de façon fantasmée. Il y a aussi que ce soit représenté par l'épouvantable CGT qui quand même, voilà, s'il y a eu beaucoup d'acquis sociaux qui ont été spoliés ces dernières années, c'est parce que la CGT avait la tête ailleurs, qu'elle n'a pas rempli vraiment son rôle de syndicaliste. Où je voudrais mettre un petit peu mon bémol, donner un point de vue un peu différent par rapport à mon ami et président Thomas, c'est que, bon, par exemple, dans l'enseignement, pourquoi les profs manifestent? Parce que ceux qui viennent d'avoir avec un bac E-2 ou un bac +2, on ne sait même plus, là, de faire un job dating et d'avoir un boulot de prof, ils vont être augmentés de 25%, alors que les profs qui sont anciens ne vont pas être augmentés du tout. Enfin voilà, il y a des choses comme ça absolument absurdes. J'ai une amie très chère qui est dans la Sécu, qui est à la Sécu, leurs points ont été gelés pendant X années. Dans les hôpitaux, c'est complètement démantibulé. Je comprends qu'une infirmière en ait ras-le-bol au bout d'un moment. Je trouve ça normal qu'un enseignant trouve ça aberrant que quelqu'un de pas formé va avoir une augmentation de 25% auquel lui n'aura pas le droit. Enfin, c'est des choses totalement. Macron gère très, très mal les choses, à dessein ou involontairement, mais je comprends un petit peu tout ça. Écoutez, soit dit entre nous, s'il peut y avoir un grand bazar, un grand bordel, quelque chose qui fasse renaître ce merveilleux mouvement des Gilets jaunes euh, où les gens se mettent à dire stop d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, je suis preneur. Merci Ludovic Lefebvre pour votre réponse. Roland Elie, Elisabeth Le Borgne en doudoune dans ses réunions, Bruno Le Maire avec son col roulé pour inciter les Français à ne pas trop utiliser leur chauffage. Ces mises en scène ne sont pas un peu ridicules, vous pensez? Ouais, elles sont ridicules. Tout ça, le choc des images. Voilà, ça correspond à rien. Et il va arriver. Enfin, le ministre, le maire va arriver en col roulé. Bon, ça correspond à rien, quoi. Je veux dire, c'est pour amuser la galerie, tout ça, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, il est beaucoup plus grave que ça. Et ça, ils pensent qu'ils vont s'en sortir à bon compte en se faisant passer pour, enfin, en se déguisant ou en s'habillant d'une manière ou d'une autre. Ça change rien, ça change strictement rien. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'esboufre, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Et c'est même pas la peine d'en parler, enfin, à mon sens, en tout cas. Je comprends, je comprends. Et vous, Ludovic Lefebvre, le fait qu'Elisabeth Bornstein, pour le rappeler, et le col roulé de Roland Le Maire, pardon, excusez-moi, Bruno Le Maire, je me confonds dans les prénoms. Comment expliquer cela? Ce n'est pas le fait d'inciter les Français à utiliser moins leur chauffage, c'est-à-dire un sacrifice d'eux-mêmes finalement pour quelque chose qui est inutile, parce qu'on soit clair, la France est déjà un modèle en termes d'écologie. Est-ce que vous ne pensez pas que le discours qui est centré sur cette écologie-là est complètement futile? N'oubliez pas, comme d'habitude, de monsieur Lefebvre, d'appuyer sur le bouton bleu à vous de vous exprimer pour éviter de parler dans le vent. Ah, excusez-moi, monsieur Lefebvre, vous m'entendez? Il y a un Ludo, problème technique là aussi je chez pense nous. qu'il a oublié d'appuyer sur le bouton. Disons, c'est la soirée des problèmes techniques. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va passer directement à vous, Roland. On va passer sur une autre question en attendant que Ludovic Ouais. Lefebvre Oui, revienne. excusez-moi, c'est ce Ah ben bouton voilà. bleu là je sais pas ce qui se passe. Oui, donc je vais rebondir rapidement là-dessus. Bah oui, écoutez, c'est totalement grotesque. Et en même temps, je me dis, vous savez, j'étais assesseur
l'élection présidentielle parce que j'ai eu envie de voir par moi-même s'il y avait vraiment de la fraude ou pas. Et j'ai vu un gros tas de bulletins pour Macron. Donc, j'avais trouvé toute cette com autour de la Covid, des mesures restrictives, etc. Vous vous souvenez, on pouvait boire un café assis, pas debout, au contraire, je ne sais plus. Enfin, tout ça, je trouve tellement caricatural et grotesque que je me dis, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, ça ne peut pas fonctionner. Et à ma grande surprise, peut-être nous, on voit les choses de façon différente, on est un peu plus critique, un peu plus informé. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte de ça parce qu'on est toujours dans notre cercle entre amis, même sur Facebook, etc. Mais je me demande si la mayonnaise ne prend pas dans le gros de la population, quoi, hein. C'est le reproche qu'on peut faire à la démocratie, c'est que la majorité accorde le vote. Et est-ce qu'une majorité de gens a un esprit suffisamment critique? Moi, je pense que non. Oui, mais vous savez, je comprends ce que vous dites, mais je vais vous donner des deux chiffres. En 1974, il y a donc presque 50 ans, Jean-Marie Le Pen était candidat à l'élection présidentielle. À l'époque, il a fait 0,74% des voix. C'est pas difficile d'en s'en souvenir, 0,74% des voix. Euh, 50 ans plus tard, je dirais presque malgré elle, la candidate censée incarner le même courant politique a fait près de 45% des voix au deuxième tour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 45% des Français ont transgressé par rapport à l'Oxa officiel. On vous bourre le crâne à longueur de journée en vous expliquant que voter pour un candidat national, quel qu'il soit, c'est mal, que c'est la porte ouverte à tous les excès possibles, imaginables. Et malgré ça, 45% des Français ont voté pour une candidate censée incarner le mal absolu. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience quelque part pour tous ces gens. Une prise de conscience qui n'était pas imaginable il y a encore 30 ans, une trentaine d'années. Voilà, petit à petit, eh bien, les choses évoluent. 1974, 0,74%, 2022, à peu près 45%. Alors après, on peut discuter bien sûr sur la qualité de l'offre, ça c'est encore autre chose. Mais sur le principe, si vous voulez, 45% des Français ont transgressé par rapport à la doxa officielle. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'on leur raconte n'importe quoi. Et c'est vrai en France, mais c'est aussi vrai en Europe. On l'a vu en Italie le week-end dernier. On l'a vu en Suède il y a quelques jours. Bon, et c'est aussi valable dans beaucoup d'autres pays européens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus penser que tout est foutu, que les gens ne réagissent plus, que les gens sont satisfaits de la situation actuelle. Non, pas du tout. Il y a de plus en plus de réactions, il y a de plus en plus d'opposition, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, il faut avoir la force capable de pouvoir encadrer tout ce monde-là le jour venu. Si je peux rajouter un mot, mais ça ne fera pas office de question, ça fera simplement office de mon constat personnel. Si je dois interpréter les résultats depuis 2002 sur le camp national, qu'on peut voir par exemple Jean-Marie Le Pen qui avait explosé le premier tour du 2002, Marine Le Pen également en 2017 et 2022, ce que je constate, en tout cas ce que j'interprète, c'est pour 2002 peut-être la peur qu'il y a eu à la suite des attentats du 11 septembre 2001, pour 2017 peut-être les attentats qu'il y a eu avec Charlie Hebdo et le Bataclan, et concernant 2022, c'est la submergence migratoire, très clairement, que n'importe qui, même les gens de gauche, constatent. Il y en a pour qui c'est une richesse, il y en a pour qui c'est un désastre, mais en tout cas, tout le monde le constate. Est-ce qu'il faut attendre d'être dans une catastrophe pas possible pour que les Français se réveillent? Malheureusement, j'en ai peut-être un petit peu peur, car de ce que je constate, seul ça les fait réagir et les fait voter. Mais bon, Si vous permettez, vous pouvez, Alexandre, bien sûr. je vais vous donner un autre exemple qui s'est déroulé récemment et auquel, d'ailleurs, je me suis intéressé de très près puisque ça s'est passé pas très loin de chez moi. Je ne sais pas si nos auditeurs ont entendu parler de l'affaire de Calac. Alors, Calac, pour résumer, c'est un petit village, une petite ville de 2200 habitants, située à
à 20 ou 30 kilomètres, je ne sais plus, au sud de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, donc en plein centre Bretagne. Bon, cette petite ville était en train de crever. Il y a 10 ans, il y avait 3500 habitants. Aujourd'hui, il y en a 2200. Pourquoi? Parce que la grosse entreprise locale a fermé. D'autres entreprises aussi ont fermé par la suite. On a supprimé les services, un certain nombre de services publics. Bon, bah, il y a 18% de chômeurs à Calac. Les jeunes, évidemment, bah, s'en vont, ce qui peut se comprendre. Et donc, ce village était petit à petit en train de crever. Et puis, c'est une divine surprise, si je puis dire, une famille parisienne euh, de- a monté il y a quelques années, quelques mois, en tout cas, une fondation qui s'appelle la Fondation Merci et qui se fixe comme objectif d'installer dans tous les villages en perdition, genre Calac, eh bien, des nouvelles populations, à savoir des populations issues de l'immigration africaine. Et un projet a été établi, le projet Horizon, qui a permis enfin, qui propose d'envoyer à Calac 70 familles de migrants s'installer dans cette commune pour repeupler la ville. Alors évidemment, en cœur Bretagne, des migrants qui arrivent du Mali ou de Mauritanie ou du Tchad, c'est pas gagné d'avance. Alors ils ont décidé, ils ont pris cette décision d'une manière très sans même consulter évidemment la population locale, qui sont quand même les gens les plus intéressés, au premier chef en tout cas. Et ils ont donc décidé d'installer tous ces gens-là. Et puis, une opposition est apparue, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qui nous arrive là? On est en train de changer complètement l'existence de notre village, on est en train de changer complètement l'identité de notre commune. À côté de ça, les partis nationaux locaux, implantés localement, comme Reconquête, comme Parti de la France, comme des associations, comme Riposte laïque, comme d'autres mouvements, enfin d'autres mouvements nationaux et patriotes, ont pris l'affaire en main et s'est créé un comité de défense des habitants enfin de Calac et de sa région. Ce comité a organisé une manifestation le 17 septembre, si je me souviens bien, enfin il y a une quinzaine de jours, une manifestation, et je vous avoue que quand mes amis m'en parlaient, je leur disais, ouais, il va y aura une centaine de personnes, ça sera bien. Et finalement, il y avait 400 personnes qui étaient là, dont, ce qui est très intéressant, à peu près, on a évalué à peu près à 20% des gens présents, des habitants de Calac. Ce qui est incroyable, parce que les gens, dans des cas comme ça, ont plutôt tendance à se cacher et à ne pas vouloir être repérés aux côtés de gens infréquentables. Eh bien non, là, il y a quand même 20% des manifestants qui étaient des gens de Calac qui sont venus. J'ai eu l'occasion personnellement de discuter avec une dame qui est présidente de l'association locale de défense de la ville. Et, une opposition est véritablement en train de naître face à ce projet Horizon imposé par cette famille parisienne, une famille Cohen, je crois, et qui a fait fortune dans la vente de pyjamas dans le sentier auparavant, et qui a décidé de réinvestir son argent dans ce genre enfin son argent, celui de leur complice, dans ce genre de manœuvre. Bon, si ça ne s'appelle pas un grand remplacement, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a beau nous expliquer que le grand remplacement, c'est un complot de l'extrême droite, enfin c'est une vision complotiste de l'extrême droite. La réalité, elle est là. Un village comme Calac, ça a 70 familles, ça fait à peu près 500 habitants. Sur un village de 2200 habitants, ça fait près du quart de la population qui va venir s'installer dans cette ville, ou dans cette commune où jusqu'à présent, il n'y avait absolument que des Bretons. Alors, ce que l'on a refusé aux Bretons, oui, parce que pour expliquer aussi tout cela, on nous explique aujourd'hui qu'il va y avoir des entreprises qui vont venir s'installer, que les services publics vont rouvrir. On explique tout ça aux gens et que ça va être formidable. En attendant, quand c'était les Bretons qui habitaient à Calac, eh bien, on leur refusait tout ça. Aujourd'hui, qu'on fait venir les familles de migrants, subitement, comme par enchantement, eh bien, il est possible que les entreprises reviennent, que l'on rouvre les bureaux qui avaient été fermés, les services qui ont été fermés. Bon, on se fout de la gueule du monde, là. Il n'y a pas d'autre explication. Mais voilà, ça aussi, c'est une forme, quelque part, c'est aussi une forme de wokisme, c'est-à-dire une négation de l'identité, une négation de ce que sont nos provinces, de ce que sont nos régions. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre. Ah mais vous avez bien fait d'y répondre. Nous sommes évidemment, bien évidemment dans le dialogue, dans l'échange. C'est complètement le principe de l'émission, que tous les invités parlent entre eux et que l'animateur parle avec les invités. Il y a une information que je viens tout juste de recevoir, d'un auditeur
Voilà, qui m'a fait rire. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, il s'agit de Boris. Alors non, pas Boris Lelay. Boris Venon, un élu du Parti socialiste du conseil municipal des Mureaux, dans le 78, qui est élu depuis 2014 et qui était le deuxième adjoint au maire depuis 2020, qui a démissionné. Donc, il a démissionné pour quel motif? Parce qu'il était victime de racisme. Je tiens à préciser que ce Boris Venon est tout à fait blanc et tout à fait français, et qu'il expliquait du coup que même si c'est un homme de gauche, il reconnaît totalement que sa population, la population de sa commune qu'il ne reconnaît plus, c'est bien ce sont ses propres mots, il était victime de racisme en traitant de sale blanc. Il y avait aussi des insultes homophobes dans le lot, que je vais pas forcément énoncer, mais voilà, le blanc, on n'en veut plus ici, car on est chez nous, et cetera, et cetera. Le grand remplacement reconnu par la gauche, ça y est, enfin, en tout cas par un élu, et il a décidé d'en démissionner. C'est assez triste quand même, Ludovic Lefebvre, c'est pas très loin de chez vous d'ailleurs, le 78. C'est triste d'en arriver là. Que pensez-vous de cette histoire? La gauche reconnaît enfin le problème de l'immigration? On ne va pas aller jusque-là, ce serait trop beau, la partie serait gagnée. Disons que cet élu de gauche-là, mais bon, il y a quelques personnalités de gauche aussi, hein, qui parlent petit à petit de ça, ce qu'on appelle les intellectuels. Certains, c'est de façon très timide, quelques journalistes parfois, des gens un peu. En fait, la gauche se scinde aussi par rapport à ça. Il y a des gens qui désertent tous les partis de Mélenchon et tout pour ces histoires d'islamo-gauchisme. Mais là, bon, alors ça va être un petit peu étonnant ce que je vais dire, hein, parce que c'est un élu de gauche et tout. Mais cet homme qui a certainement été dans la compromission, qui a vu ça depuis longtemps, qui n'a pas voulu écouter la fameuse petite voix, etc., tout d'un coup, se fait charcler de sa propre ville et puis fait une forme d'exégèse. Donc j'ai envie de lui dire quelque part bravo, c'est courageux, c'est bien, il y aura des conséquences sur lui, on le sait bien, hein, pas simplement par la population, mais par son propre parti. Donc, moi, si vous voulez, les gens qui nous ont rejoints, vous savez, on était vraiment une poignée quand on parlait comme ça sur les réseaux sociaux. Pas les réseaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais sur Internet, quand on parlait comme ça des faits divers, de racisme anti-blanc et tout, il y a longtemps maintenant, on se faisait traiter de malades mentaux, on invoquait des problèmes sexuels et que sais-je, on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Et que Roland disait à juste titre tout ce qui a été parcouru, et tout, c'est vrai que c'est une grande forme d'espoir que j'avais oublié, ça, et puis tout ce qui se passe dans les pays d'Europe, comme la Suède, etc. En Italie, plus récemment. C'est vrai qu'il y a et c'est ce résultat d'élection, il a tout à fait raison, Roland. Et là, effectivement, la réalité, c'est un moment que je dis dans des articles ou des choses comme ça, pour le PDF ou autre, que effectivement, euh, les, euh, les, les Afro-Maghrébins, les musulmans, qu'ils soient maghrébins ou d'Afrique subsaharienne, vont obliger la population à nous rejoindre. Au bout d'un moment, ils ne leur laisseront pas le choix, puisque de toute façon, ils sont blancs, ils sont coupables, ils sont colons, ils sont ceci et cela, et puis que enfin, voilà, ils vont agresser, 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 et évidemment que ces cas vont se multiplier. Et bienvenue au club, cher élu des Mureaux. On vous attend. On fera un barbecue masculiniste ensemble. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut être conscient d'une chose, c'est que depuis peu de temps, enfin depuis, en tout cas, on le constate de plus en plus, en tout cas, des gens venus de milieux totalement différents de ceux que l'on peut traditionnellement imaginer, nous rejoignent aujourd'hui sur bien des idées, en particulier évidemment sur cette idée identitaire. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, je l'ai vu, tiens, par exemple, on parlait tout à l'heure de cette manifestation de Calac, et il y avait là beaucoup d'amis qui étaient là, des gens qu'on a rencontrés pour la campagne présidentielle, des gens qui, il y a encore peut-être 2 ou 3 ans, n'auraient jamais imaginé un jour qu'ils seraient présents à ce type de manifestation. Euh, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs nous-mêmes être très consensuels aussi sur un certain nombre de choses. Il ne faut pas s'enfermer des considérations parfois qui sont plus clivantes qu'autre chose, et savoir que si l'on veut gagner un jour, eh bien, il faut attirer tous ces gens-là. Or, tous ces gens-là, on les attirera avec
avec nos arguments, puisque nos arguments s'avèrent des arguments justes. Tout ce qui a été dit depuis 50 ans, tout ce que Jean-Marie Le Pen a dit dans ses différentes campagnes présidentielles, tout ce qui a été dit par les mouvements nationalistes, les mouvements nationaux, tout ça s'avère vrai. Eh bien, le fait qu'aujourd'hui on voit des gens de gauche, comme peut-être ce monsieur, cet élu des Mureaux, eh bien, on ne peut que s'en féliciter. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Vous savez, l'autre jour, j'étais à la fête du cochon organisée par la section locale du Parti, du Parti de la France de Bretagne. Fête très sympathique où il y avait là à peu près 200 personnes qui étaient là. C'était vraiment un très bon enfant. Et il se trouve que à table, là où j'étais, j'avais à ma droite Pierre Cassin, qui est le président de Riposte Laïque, et à ma gauche, Bernard Germain, qui était le candidat de Reconquête aux élections législatives dans la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. L'un vient de la Ligue communiste et l'autre vient de l'Organisation communiste internationaliste, les trotskistes lambertistes pour les initiés. Bon, et en face de moi, j'avais mon vieil ami Serge Lebaille, qui était le directeur du journal du mouvement Ordre Nouveau. C'était tous les quatre autour de la table. Puis au bout d'un moment, je leur dis, écoutez les gars, il y a quand même un truc sympa, assez amusant quand même dans cette situation dans laquelle nous sommes. Il y a 40 ans ou même 30 ans, on se serait battu à coups de cocktail Molotov, à coups de barre de fer, à coups de manche de pioche. On n'aurait jamais pu boire un coup ensemble, dîner, déjeuner ensemble, manger ce cochon de manière aussi sympathique. Et aujourd'hui, on est tous les quatre autour de la table comme de vieux amis qui se connaissent depuis tout le temps et qui auraient été au scout ensemble quand ils étaient jeunes. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, nos amis, évidemment, en ont convenu. Alors, je me suis quand même permis de rappeler à nos amis, je précise quand même que c'est vous qui êtes venus à nous et c'est pas nous qui sommes allés à vous. Donc, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses changent, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient inimaginables il y a 40 ans ou 30 ans et qui aujourd'hui s'avèrent être des réalités et on ne peut que s'en féliciter. Et j'étais ravi de passer ce moment avec ces trois amis qui en valent vraiment la peine. Voilà. Merci Rollo Ali pour vos explications et d'ailleurs, cette anecdote que vous aviez eue avec, Pierre Cassan, bah, j'étais là à ce moment-là, effectivement, j'avais trouvé ça amusant de votre C'est phrase vrai, comme mais quoi il y a oui, 30 c'est vrai, Alexandre, vous et étiez oui, là. j'étais à la Pardon. table, j'étais à votre table. Vous étiez à la table, oui. Et oui, Vous pouvez confirmer ce que. ah ben je confirme 100 de ce que vous avez dit. Vous avez encore eu un problème de connexion, vous vous êtes retrouvés déconnectés. C'est pas grave. En attendant que Roland Elie revienne et réussisse de nouveau à se connecter, je vais vous parler du préfet de l'Hérault. Le préfet de l'Hérault, donc il y a une nouvelle interprétation une interpellation, excusez-moi, d'un SDF étranger délinquant en gare de Montpellier à Sainte-Roche. Et le communiqué du préfet de l'Hérault, qui s'appelle Hugues Moutou, avait dit: «Je veux en finir avec cette délinquance des SDF étrangers à Montpellier. Depuis le mois d'août, nous en avons arrêté 104, majoritairement des Algériens et Marocains. Ils sont en grande partie responsables des vols et violences avec armes à Montpellier. Nous serons intraitables avec eux. J'ai donné instruction aux CRS qui patrouillent en ville de ne pas les lâcher. Ces personnes ne sont pas les bienvenues ici.» Donc je rappelle que c'est un préfet qui a une fonction importante et vous vous en doutez bien que la publication Facebook du préfet de l'Hérault n'est pas restée très longtemps. Mais trop tard, ça a été capturé. Mais bon, il y a quand même un réveil, on peut le voir, de la part de personnes, importantes ou non, qui sont plutôt marquées à gauche, a priori. Bon, bah, Ludovic Lefebvre, je vous propose de continuer. Ah, Roland Elie est de retour. Parfait. Donc, nous pourrons continuer cette émission. Oui, encore un petit problème de connexion. Bon, c'était pas très grave. Vous n'avez rien raté. Ne vous en faites pas. Ludovic Lefebvre, pourriez-vous nous parler du sabotage de Nord Stream pour nos Déjà, je peux vous dire que c'est pas moi, auditeurs? mais écoutez, il semble quand même gros, hein, cela se diffuse beaucoup, que les Américains ne soient pas étrangers à ce sabotage. Voilà, il y avait eu des menaces par rapport à ça, que ce serait coupé si jamais voilà, les Européens n'agissaient pas de la bonne façon. Et ça fait que confirmer que la thèse otanesque, comme quoi les États-Unis piloteraient cette guerre et que
Poutine voudrait mettre un frein au mondialisme ou alors avoir une part de gâteau du mondialisme. Je ne sais pas bien. Je ne mange pas avec les gens au lieu. Je ne suis pas au cœur des choses. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut faire que des suppositions. Mais bon, voilà, c'est tout à fait révoltant. Mais j'ai envie de dire qu'en ce moment, on a 15 infos révoltantes par jour, quoi. Disons, dans la hiérarchie, celle-ci, elle est un peu plus que d'autres, hein. Merci, Ludovic, pour votre réponse. Je tenais à vous signaler, parce que j'ai eu quelques remarques d'auditeurs, que votre son avait un peu une tendance à se dégrader. Je ne sais pas comment cela se fait, mais ça peut arriver. Revenons sur le wokisme, Roland. Avant de parler du wokisme, j'aimerais que vous nous parliez, s'il vous plaît, du 16 octobre, journée nationale de synthèse nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment pouvez-vous convaincre nos auditeurs de venir vous voir? Écoutez, c'est gentil de le rappeler. Effectivement, le dimanche 16 octobre prochain, nous renouons avec une tradition à Synthèse nationale qui est celle d'organiser chaque année nos journées nationales et identitaires, qui d'ailleurs depuis la précédente édition en 2019, puisque pendant 2 ans, nous avons été obligés contraints de renoncer à l'organisation de ces journées en raison des différentes mesures sanitaires en place. Et voilà, donc pendant 2 ans, on a préféré passer notre tour parce que c'était impossible, ça s'avérait impossible de les organiser sereinement. Alors, cette année, bon, où les choses semblent un petit peu plus ouverte. On va donc réorganiser le dimanche 16 octobre à Rungis, comme d'habitude, à l'espace Jean Monnet, cette traditionnelle journée. Alors qui aura lieu cette année que sur une seule journée, parce que comme c'est une reprise, eh bien, on est un petit peu prudent. Vous savez, c'est un investissement énorme. C'est, euh, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc on ne le fera que sur une seule journée, alors que la précédente fois, on l'avait fait sur 2 jours avec évidemment beaucoup plus d'activités, mais on va essayer de faire le mieux possible et que les gens qui viennent ne le regrettent pas. Alors, ce sera le thème de la journée, eh bien, c'est déconstruisons la woke idéologie. Interviendront une dizaine de personnes, une 15, enfin, 12 ou 13 personnes qui ont planché sur sur la woke idéologie. En particulier, quelqu'un dont je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs à propos de la fête du cochon en Bretagne, Bernard Germain qui vient d'écrire un livre qui s'appelle justement Déconstruire la woke idéologie, que nous avons édité à Synthèse nationale, un livre donc d'à peu près 250 pages qui aborde les côtés néfastes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, de cette woke idéologie. Alors ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, pourront acheter et lire ce livre qui est vraiment très bien fait et très bien écrit. Bernard Germain a vraiment une faculté pour écrire d'une manière très pédagogue, définir d'une manière très pédagogue les thèmes qu'il aborde. Voilà, donc le thème donc, de ce rendez-vous bleu-blanc-rouge, ça sera Déconstruisons la woke idéologie. Euh, le rendez-vous enfin, la journée commencera à 10h30, à 10h30 et se terminera à 18h. Il y aura évidemment à peu près une quarantaine de stands déjà qui ont été retenus, mais il y en a encore beaucoup d'associations qui ont fait part de leur intention d'en prendre et qui n'ont pas encore concrétisé. Mais enfin, je pense que ça va venir dans les jours qui viennent. Donc, il y a déjà une quarantaine de stands, une petite quinzaine d'orateurs, d'intervenants parmi lesquels, alors je n'ai pas la liste sous les yeux et ceux que j'oublie me pardonneront, mais Thierry Bouclier qui est un essayiste, qui écrit dans de nombreuses revues, qui est avocat, qui s'est intéressé de très près à ce problème de la woke idéologie, en particulier de la collusion entre la woke idéologie et le gauchisme, qui a écrit un livre l'an dernier sur ce sujet. Il y aura André Possokov, qui est un de nos amis spécialiste de l'immigration, qui a écrit plusieurs livres sur l'immigration, sur le coût de l'immigration, sur le chiffre, le nombre, enfin le chiffre de l'immigration. Enfin bref,
il a écrit beaucoup de choses là-dessus, il s'est intéressé de très près à tout ça. Il y aura des responsables politiques, bien sûr Thomas Joly, président du Parti de la France, qui sera là, euh, Pierre Cassin de Riposte laïque, notre ami Richard Roudier de la Ligue du Midi. Et Lorraine Saint-Afrique, on en profitera aussi, oui, Lorraine Saint-Afrique sera là puisque nous aurons une évocation aussi d'un événement important, celui du 50e anniversaire du Front de la création du Front National. Il y aura une intervention de Jean-Marie Le Pen qui sera une intervention filmée, parce que Jean-Marie Le Pen ne pourra pas être là malheureusement ce jour-là, mais nous aurons une intervention filmée qui a été réalisée cet après-midi avec Jean-Marie Le Pen, donc ce qui s'adressera au, au public nombreux, j'espère, qui sera là. Bon, et un certain nombre d'autres orateurs Xavier Aimant du journal Présent, Scipion de Salm du journal Rivarol, puis un certain nombre d'autres. La liste, vous la trouverez sur le Jean-Gilles Maliarakis, que les nationalistes connaissent bien. Enfin, la liste des intervenants, vous la trouverez sur le site de Synthèse Nationale. Tous les jours, allez compléter et vous pourrez lire tout cela. Vraiment, je vous invite à venir. Donc, nombreux, c'est aussi une occasion de se retrouver parce que depuis 2 ans, bon, on ne s'est pas beaucoup vu, c'est vrai. Les occasions étaient assez limitées. Et bon, il y a eu la fête du cochon pour nos amis bretons, mais c'est une occasion nationale de se retrouver. Alors, vraiment, j'invite tous nos amis, tous les auditeurs du forum du PDF à venir nombreux le dimanche 16 octobre à partir de 10h30 à Rungis, à côté de Paris, dans le 94, et enfin à côté de Paris, et donc à venir très nombreux à participer à cette réunion, qui j'espère sera une réussite. Voilà. Et je précise, oui, juste un truc, qui a sa petite importance, la participation, c'est 10 euros. On peut aussi s'inscrire d'ailleurs directement en ligne, enfin, on peut faire une inscription en ligne. Vous allez sur le site de Synthèse Nationale, tout cela est bien indiqué. Ah, merci beaucoup pour, la promotion de cette journée. D'ailleurs, je serai là normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, je serai bien évidemment à cet événement. Mais je voulais Et vous vous poser une êtes le bienvenu. ah bah, merci beaucoup Roland, ce sera un grand plaisir, de vous voir de nouveau. Vous savez à quel point je vous apprécie et justement, je vous apprécie tellement que je vous rajoute une question bonus, une question supplémentaire. Qu'est-ce que je suis sympathique. Est-ce que selon vous, le wokisme gangrène nos écoles? Qu'est-ce que je vous ai fait? Oui, ben oui, pardon, le wokisme gangrène nos écoles et c'est là où il est le plus actif. On le voit avec le fait que l'on enseigne quasiment plus l'histoire, ou on l'enseigne d'une manière tellement décousue que plus personne n'y comprend rien. On le voit avec l'omniprésence de, comment dirais-je, d'organisations LGBT qui viennent donner des conférences aux élèves. On le voit avec cette éternelle volonté de vouloir culpabiliser notre peuple, et en particulier par intermédiaire de la jeunesse. Et on le voit à tous ces niveaux-là. Le wokisme pour l'école, pour le wokisme, on le voit aussi dans les universités. On l'a vu avec le- les réunions racisées qu'il y a pu y avoir dans certaines universités. On le voit partout. Voilà, le wokisme s'installe partout. C'est pas seulement à la télévision, c'est pas seulement dans les organismes politiques, c'est aussi à l'école, c'est aussi dans tout ce qui peut toucher d'une manière ou d'une autre notre peuple. Merci beaucoup. Effectivement, la présence, LGBT, wokiste est extrêmement présente, vous savez les amis, dans nos écoles. Sans même parler de l'extrême, parce qu'il y a effectivement Hachette qui a accepté d'éditer des livres scolaires, pour les écoles primaires en écriture inclusive, notamment. Et en Suède, par exemple, il y a même des vestiaires pour les personnes non binaires dans les écoles primaires. Si c'est en Suède aujourd'hui, pourquoi pas en France demain? Soyons vigilants là-dessus. Ludovic Lefebvre, justement, nous parlons du wokisme. Vous êtes responsable de Paris pour le Parti de la France. Paris, c'est un peu la capitale européenne du wokisme, selon vous, non?
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, encore une fois, et je vais redynamiser la chose. Est-ce que selon vous, Paris baigne dans cette idéologie du wokisme? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu pour vous exprimer. Voilà, j'arrive. Euh, non, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai beaucoup de travail ces derniers temps. Là, ça fait un bout de temps que je ne voyage pas. Je ne peux pas vous dire si c'est la capitale du wokisme. Je sais que j'y vis et que le grand remplacement, le wokisme, ces idées-là, voilà, sont partout, quoi. Vous parliez. En même temps, c'est vrai qu'il y a toujours cette forme d'espoir. Regardez la Suède, ça remet en question quand même l'immigration, quoi. Quand même des gens de gauche, des démocraties du nord de l'Europe. Hein, il faut bien se représenter ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire que même eux, petit à petit, comprennent que leur bon sentiment est la meilleure arme de leurs ennemis. Vous voyez, petit à petit. Donc, ça va prendre jusqu'à ce que les gens, dans un égoïsme un peu bourgeois, si on pourrait dire, soient directement, terriblement impactés, quoi. Au bout d'un moment, ça va commencer à bien faire. Quand ça va devenir trop pour eux, ça va devenir trop pour eux. Je garde cette histoire en tête. Maintenant, ce que les gens disent, pour se préserver professionnellement, pour pas se prendre des patates dans la rue, etc., est-ce que les gens pensent? Ce n'est peut-être pas obligatoirement la même chose. C'est tellement gros. Enfin, je ne sais pas, quoi. Même le bobo de base, je ne suis pas sûr qu'il soit content de voir une petite sirène très bronzée, une Blanche-Neige qui n'est plus blanche, etc., quoi. Je pense aussi qu'il y a un agacement, je crois, j'espère, un agacement quand même, une porosité. C'est comme la publicité où on montre systématiquement un noir et une femme blanche. Je peux vous dire que parfois, lorsque j'attends des amis à la sortie d'un métro, que je fais une terrasse de restaurant, etc., le métissage, il y en a un tout petit peu, mais ça ne prend pas tant que ça quand même. On voit quand même que les Arabes restent entre Arabes, les Africains entre Africains, les Blancs entre Blancs. Donc, pourtant, la propagande est lourde, elle est puissante, la finance l'appuie bien à tous les niveaux, hein, la publicité, etc. Et oui, ça prend un petit peu, étrangement à Neuilly et étrangement dans les villes où je suis pas très loin de Nanterre, ça se voit un petit peu de temps en temps où des Blancs se sont assimilés. Hein, parce que là-bas, ce sont les Blancs qui se sont assimilés, hein, dans certains quartiers. Je pense par exemple à Pablo Picasso, etc. Mais en dehors de ça, pas tant que ça. Vous voyez, c'est chez les CSP+, etc. Je vais souvent voir une de mes amies chères dans le 18e. Écoutez, les terrasses des cafés où elle vit, je peux vous dire que voilà, on dirait vraiment un meeting du bloc identitaire lorsque j'en étais rédacteur en chef, quoi. Hein, la mixité n'y est pas. Elle y est peut-être dans le discours, mais dans la réalité, et vous savez bien qu'ils mettent leurs enfants dans le privé, etc. Donc, non, je garde une vraie source d'espoir. Je ne suis pas sûr que ça prenne. Vous savez, la quintessence de tout ça, c'est quand même les déclarations récentes du ministre de l'Éducation nationale qui se rend aux États-Unis pour un colloque et qui trouve pas mieux de dire que la France est un pays raciste. Enfin, le mec, il pète les plombs, hein, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, tout le monde sait qui est le ministre de l'Éducation nationale, il suffit de le regarder enfin d'où il vient en tout cas, il suffit de le regarder pour comprendre. Ce garçon prétend qu'il est victime du racisme. Il a fait toutes ses études en France, qu'il a réussi, et c'est tout à fait à son honneur. Aujourd'hui, il est ministre d'un pays qui serait raciste qui le refuserait. Alors, de quoi parle-t-il? Il perd le sens du commun, ce monsieur. Il met ses enfants, évidemment, à l'école alsacienne, où évidemment, c'est pas le, c'est pas le CEG Yuri Gagarin dans je ne sais quelle ville de Seine-Saint-Denis. Bon, voilà, on est dans là, on est en plein wokisme, là, on est en pleine négation
des réalités, on prend le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et non pas tel qu'il est. On est pour tout déconstruire. Voilà, on est en plein dans le wokisme. C'est la parfaite illustration de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent nous imposer dans les années qui viennent. Merci Roland Elie. Question que j'aimerais vous poser, parce que c'est une remarque que l'on entend souvent, avec lequel je trouve il y a une certaine cohérence, une certaine consistance. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'absence progressive de la religion, l'augmentation de l'athéisme, et l'apparition progressive du wokisme et des diverses idéologies LGBT qui viennent grand remplacer le cadre religieux? Vous posez la question à Ludovic ou à moi? Non, j'avais bien stipulé au début, Roland Elie, n'est-ce pas? Ah d'accord, ouais, d'accord. Oui, heu, oui, vous savez, alors que l'on soit, croyant ou pas, c'est une chose, mais que l'on le veuille aussi ou qu'on ne le veuille pas, notre civilisation, repose sur le décalogue. Voilà et notre tradition, le catholicisme fait partie de notre patrimoine génétique presque, je veux dire, enfin, en tout cas notre patrimoine historique. On vit, par rapport à à des références, spirituelles, que l'on même si on les refuse, on vit par rapport à cela. Bon, je parlais du décalogue tout à l'heure, c'est ce qui gère finalement notre vie à tous, tous les jours et que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Alors évidemment, ces gens qui veulent tout détruire, bah, ils veulent, ils renient la religion. Vous parliez tout à l'heure des statues qu'ils font enlever. Ils refusent, à ce que des ecclésiastiques se promènent sortent de chez eux, enfin, sortent de leur église en soutane, et en revanche, ils vont être en admiration devant des femmes musulmanes voilées. Voilà, là aussi, c'est toutes ces contradictions, tout cela, on est en plein dans la contradiction. Euh, alors refuser, enfin, imposer le wokisme, bah, c'est, quelque part, évidemment, détruire toutes les références, spirituelles de notre civilisation, heu, chrétienne. Merci pour votre réponse, Roland, concernant, cette religion. Vous, Ludovic, Lefebvre, est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de lutter contre le wokisme, peut-être justement en réinstaurant les valeurs chrétiennes? N'oubliez pas, monsieur Lefebvre, pour la 4e fois, de bien appuyer sur le bouton bleu avant de vous exprimer, pour éviter de vous Oui, exprimer. vous m'entendez Voilà, là? parfait, parfait. Oui. C'est une réflexion que j'avais tout à l'heure. Je me disais, mais comment lutter contre le wokisme? Parce que c'est du mensonge d'État, c'est du mensonge médiatique. On n'a pas le droit à la parole hormis les réseaux sociaux. Donc voilà, mentir ne les dérange pas, on le sait bien. Il y a aussi tout des pans de population, que ce soit des gens d'extrême gauche ou des gens issus de l'immigration, que ces mensonges arrangent bien aussi, quoi. Vous voyez, ils veulent la place, ils veulent le beau rôle, comme bon, ce qui a déjà fait ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de la colonisation, quoi. Les Africains parlent volontiers de nous en tant que génocidaires. Si on n'avait pas amené certains vaccins, certaines méthodes médicales, ils continueraient de n'avoir qu'une seule naissance sur 10 de pérenne. Il y avait un taux de mortalité infantile absolument dramatique. Si maintenant ils sont 1 milliard, ce qui est quand même beaucoup de monde pour un peuple génocidé, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas été maltraités pendant l'esclavagisme. Bon, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, voilà, au niveau des responsables et tout, je tomberai sous le coup de la loi. Mais enfin, si on veut être précis, et malheureusement, vous voyez, il y a aussi les lois, il y a toute la propagande qui fait que c'est pas facile de lutter contre ça. Il y a des gens que ça arrange. Donc, lutter contre le wokisme, bon, voilà, est-ce que la vérité triomphe toujours? La vérité rend libre, disait Jésus. Bon, oui, à titre personnel, très certainement. Mais dans une société de mensonges comme ça, on voit que ce sont les gens les plus corrompus, les plus menteurs, qui ont part belle et qui ont le pouvoir. C'est aussi une question d'atteindre le pouvoir. Vous vous doutez que si j'étais ministre de l'Intérieur, si j'avais les clés de l'arsenal, les choses se passeraient tout à fait différemment maintenant, hein. Il y a des problèmes qu'on n'aurait plus, ça irait bien mieux. On- voilà, c'est donc la lutte contre le wokisme. Bon, pour continuer d'émettre la vérité, il va y avoir synthèse nationale, il y aura
des gens qui vont parler là-dessus de façon vraie, de façon intéressante, de façon sourcée. Essayer de la diffuser au maximum et compter. Moi, en politique, depuis très longtemps, je compte sur le point de rupture émotionnelle, sur le moment où ça ne va plus être supportable. Vous savez, tolérance, c'est un synonyme de supporter. Donc, c'est un côté provisoire. On n'est pas tolérant ad vitam aeternam, comme on ne supporte pas les choses ad vitam aeternam. Il y a un moment où, vous voyez, ça va être trop, quoi. Voilà, j'ai pas trop d'autres armes pour l'instant que aller à Synthèse Nationale, écouter lisez beaucoup, écouter les bonnes personnes sur les réseaux sociaux et sur les blogs, et rejoignez-nous, quoi, pour ceux qui ne sont pas encore parmi nous. Ou militer par capillarité, que les gens viennent de plus en plus nombreux vers nous. Voilà, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Très beau message de fin, Ludovic. Et oui, de fin, parce que cela fait 1 heure que je vous tiens en otage avec mes questions. Merci à vous deux, en tout cas, d'y avoir répondu. Merci d'être restés jusque-là pour cette partie 1. Nous allons maintenant directement suivre avec la partie 2, où ce sont directement vous, les auditeurs. D'ailleurs, je vois qu'il y a un auditeur qui a une question. Les auditeurs qui pourraient poser vos questions. Donc, je vois que Hush pose une question. Nous vous écoutons. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu pour vous exprimer. Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Alors j'aurais une question pour Ronan, précisément concernant, le fait que, tous les militants de ce mouvement woke revendiquent, toujours avoir des troubles mentaux ou de l'attention. Pensez-vous que ces personnes sont en recherche d'identité? Parce que généralement, c'est des adolescents, mais bon, même ceux qui deviennent majeurs, persistent avec cette mentalité. Oui, c'est une Merci très Hush bonne pour votre question. question. Oui, c'est une très bonne question. Dans beaucoup de cas, c'est vrai, il y a un problème d'identité, mais vous savez, on ne s'assimile ou on devient que par rapport à quelque chose qui existe. Or, à partir du moment qu'on a tout détruit, qu'on a commencé à détruire toutes les références familiales, nationales, ethniques et tout cela, eh bien, on arrive à des générations de gens qui sont complètement déboussolés, qui ne savent plus très bien ce qu'ils sont et ils ne savent plus très bien d'où ils viennent, ils ne savent plus très bien où ils veulent aller. Et la woke idéologie, ben, c'est parfait, voilà, pour eux. Ça veut tout dire et rien dire. On se prosterne devant des fausses idoles, on se prosterne devant des événements, on s'offusque devant des événements qui sont souvent des non-événements d'ailleurs, et on se donne bonne conscience en, en combattant contre le réchauffement climatique, en combattant le racisme, si tant est qu'il y a du racisme qui existe. Oui, il y a un racisme qui existe, comme on le disait tout à l'heure. C'est le racisme anti-blanc, celui-là, il est véritable. Enfin bref, contre tout cela. Et on ne peut pas non plus tout reprocher à ces jeunes gens parce que ils sont complètement déboussolés. Et s'ils sont déboussolés, c'est parce qu'on ne leur donne plus de boussole, justement. Merci beaucoup Roland Elie pour votre réponse à la question de Hush. Très bonne question, chers premiers auditeurs. Si vous en avez d'autres, les auditeurs, n'hésitez pas, allez-y, nous répondrons à absolument tout. Je vois que Steph lève la main. Steph, membre du Parti de la France. Nous vous écoutons, Steph, il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu. Oui, bonsoir à tous. Je vais ajouter une petite touche encore pessimiste. N'oublions pas qu'au Canada, près de 5000 livres ont été brûlés, notamment donc Tintin en Amérique, et des biographies de Jacques Cartier ont été brûlées pour, grâce aux cendres, pouvoir planter des arbres. Près de 24 églises ont été attaquées, dont 5 ont cramé. Donc il serait intéressant peut-être de faire le lien entre le protestantisme et puis l'idéologie woke. Alors là, je pense que le protestantisme est comparable à l'idéologie woke. Ça, je me garderai, enfin,
Je vous avoue, j'ai jamais réfléchi sur cette question. Mais enfin, en tout cas, ce que vous dites est très juste par rapport, effectivement, aux exemples que vous avez cités au Canada. Bah, c'est toujours la volonté de détruire ses racines. Quand on brûle les biographies de Jacques Cartier ou les exemplaires de Tintin en Amérique ou tout cela, eh bien, on veut détruire les racines. On voudrait aujourd'hui que les gens soient persuadés que la vie a commencé le jour de leur naissance. Pour eux, oui, certes, mais pour l'humanité, non. Quand on arrive sur Terre, François Brignot disait toujours, lors de ses meetings, il y a longtemps, il disait toujours, quand on arrive sur Terre, on reçoit infiniment plus que ce qu'on laissera en partant. Et il avait tout à fait raison. Mais aujourd'hui, on voudrait ne rien recevoir, enfin, qu'on ait l'impression de rien recevoir, même si on a reçu, quoi, si on reçoit quand même. Voilà, ce que vous avez dit est tout à fait, illustre tout à fait le wokisme. Voilà. Alors maintenant, par rapport au protestantisme, ça, je me garderai bien de vous, de vous répondre parce que c'est une question que je n'ai jamais abordée jusqu'à présent. J'ai quand même tenté de répondre à cette question, car je considère que, parce que vous savez, je m'intéresse beaucoup aux religions, je ne m'intéresse pas qu'à l'islam. Et le protestantisme, de ce que je remarque, c'est qu'il y a autant de protestants. Je ne vous entends plus. Un, deux tests, est-ce que vous m'entendez? Je vous Ah, entends à nouveau, Alexandre. ah, parfait, bah, je suis désolé, j'ai dû avoir une coupure de Wi-Fi. Merci ceux qui dirigent, merci Patrick Drahi. Et globalement, ce que j'expliquais, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais ce que j'expliquais, c'est qu'il y avait autant de protestantisme que de protestants. Et que je ne pense pas qu'on puisse relier de manière aussi globale tous les protestants dans une même case. Enfin, entre les évangélistes congolais qui vous prétendent vous soigner vos problèmes de jambes ou vos problèmes de yeux en faisant des chants, et le protestant comme par exemple Vincent Noyer qui regarde régulièrement nos émissions, moi, je pense que ce n'est pas du tout comparable et que je connais personnellement des protestants qui sont profondément attachés à nos racines et qui sont pour la préservation de nos racines catholiques, pour le coup, en tant que politique, et contre évidemment toute cette horreur qu'est le wokisme. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de types de protestants différents et qu'on ne peut pas les relier dans un même globe. Vivien qui, hop, qui demande la parole, je lui donne tout de suite. Qui fait aussi partie. Oui, alors j'ai une question pour Roland Elie. Que pensez-vous de la victoire de Giorgia Meloni en Italie? Et je voulais savoir si vous pensez que ça va enfin réveiller le camp national, je ne parle pas du Parti de la France, mais du côté de, on va dire, de Marine Le Pen et des autres partis patriotes, enfin les faire réfléchir qu'il faut une grande union des droites ou des patriotes pour sauver notre pays. Dans votre question, il y a un petit peu la réponse. Oui, effectivement. Alors, je ne connais pas Giorgia Meloni. Je connais un certain nombre de responsables du mouvement social italien à l'époque où elle y était, mais elle, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais quoi qu'il en soit, bon, ben, je constate, comme tout le monde avec plaisir, cette victoire qui est aussi la victoire, effectivement, comme vous le dites, dans votre question, qui est aussi la victoire de l'union des forces nationales, puisque le mouvement Fratelli d'Italia, que on pourrait qualifier, pour faire simple, un petit peu de l'héritier du mouvement social italien des années 40, enfin des années 50, 60, 70 et 80, et même 90. Ce mouvement avait été allié avec la Lega, le mouvement qui était à l'origine un mouvement régionaliste du nord de l'Italie. Vous savez, l'Italie n'a pas la même histoire que la France il y a des mouvements régionalistes très puissants en Italie qui ont entrepris de combattre l'immigration eux aussi, et donc ce qui les a amenés à faire avec le temps une alliance avec des forces qui, elles, se réfèrent plutôt à une Italie unitaire. Bon, c'est aussi une alliance avec une aile plutôt libérale, incarnée par Silvio Berlusconi et d'autres petits mouvements de moindre importance. Bref, cette alliance qui a regroupé toutes les forces nationales, eh bien, a triomphé, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. Bon, on va pas faire le procès du Rassemblement national ici, ça serait certainement l'objet
d'une réunion, enfin d'une émission beaucoup plus longue. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut que le regretter. On se souvient au moment des élections législatives du mois de juin dernier, Jean-Marie Le Pen lui-même avait pris l'initiative de proposer qu'une alliance se fasse entre le Rassemblement national, Reconquête et d'autres organisations. Le Rassemblement national n'a pas daigné répondre à cette proposition. Ben, c'est dommage, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il fait 45% des voix au deuxième tour et non pas 50% plus une. Voilà, c'est peut-être cette raison. En attendant, en Italie et dans d'autres pays d'Europe, ces alliances, ces ententes se font pour le plus. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix, on n'a plus vraiment de temps devant nous. Il y a 40 ans, on pouvait dire oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais enfin, on avait quand même un peu de temps devant nous. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps. Euh, les, les- les, euh, les conditions démographiques ne sont plus les mêmes et elles sont de plus en plus pesantes pour notre civilisation. Nous sommes de moins en moins nombreux, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus nombreux, surtout chez nous. Et cela, s'il n'y a pas une véritable réaction qui se fait au-delà des, euh, comment dirais-je, du chauvinisme partisan, eh bien, un jour ou l'autre, on sera submergé, c'est tout. Alors, si on veut gagner, eh ben, ça ne peut passer que par ce type de stratégie. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette union en Italie. J'espère qu'elle sera la plus bénéfique possible pour le pays. Mais enfin, le problème en Italie, c'est que euh, ce qui est vrai un jour est rarement vrai le lendemain. Alors, on verra bien de quoi ça sera, de ce qui sera fait demain. Merci beaucoup Roland. Nous avons répondu à 3 questions ce soir. Je suis très, très agréablement surpris du nombre de questions qui sont posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je tiens juste à préciser également, si ma voix est différente des habitudes et que je parle un petit peu du nez, sachez que c'est parce que je suis malade et si j'ai pu gafouiller quelques fois, c'est parce que j'ai aussi de la fièvre. Mais même malade, je continuerai à assurer mes émissions. Quelle vaillance, quel courage, n'est-ce pas? Je plaisante Soit évidemment. admiratif. Et merci beaucoup Roland. J'espère pour vous que vous ne serez pas malade le 16 octobre. Moi aussi. J'espère aussi. Ah bien sûr, nous assurons, toutes nos émissions, quel que soit l'état de santé. Je plaisante bien évidemment, je ne pense pas que Thomas m'en aurait voulu. Si vous avez d'autres questions, chers auditeurs, n'hésitez pas, nous sommes parfaitement dans les temps, on est 1h30 environ, donc c'est très bien, nous n'avons pas trop débordé cette fois-ci. En tout cas, en attendant que quelqu'un se manifeste, je tenais à remercier chaleureusement, Ludovic Lefebvre, responsable de Parti de la France Paris et membre du bureau politique du Parti de la France. Merci beaucoup Ludovic. Merci Alexandre, toujours un plaisir. J'aime tes émissions. Voilà. Et, euh, et puis, content d'avoir croisé vocalement Roland en attendant de le voir, parce qu'il y a toute cette période de Covid. Ça fait un moment que je ne l'ai pas croisé. Ce qu'il y a de formidable aussi euh, à ces réunions organisées par Synthèse Nationale, c'est qu'on y voit des amis de toute la France qu'on a trop peu l'occasion de voir, malheureusement. On découvre de nouvelles personnalités, on rencontre de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de livres à acheter, beaucoup de choses à écouter. Et il y a ce plaisir de voir tous ces gens qu'on aime bien, c'est chaleureux, on se retrouve entre nous. C'est aussi un grand banquet gaulois. Merci beaucoup Ludovic, vous aimez mes émissions, j'aime vos interventions et merci Roland Elie d'être venu directeur de Synthèse Nationale. On peut retrouver le dernier numéro justement Déconstruction de la woke idéologie, voilà, vous pouvez le retrouver sur le site internet qui sera mis en description de la vidéo YouTube. Et merci à Roland Elie de votre temps et de votre présence et de vos bons mots. Eh bien, merci Alexandre, merci Ludovic, et ben, j'attends avec impatience de vous retrouver donc tous le dimanche 16 octobre à Rungis pour cette 14e édition des Journées de synthèse nationale, rendez-vous bleu, blanc, rouge. Et j'espère que nous serons le plus nombreux possible pour montrer que euh, au-delà des péripéties électorales, au-delà des menaces, de tout au-delà des restrictions imposées par le gouvernement pour museler notre peuple, eh bien, au-delà de tout cela, les nationaux, les identitaires, les patriotes, les nationalistes seront toujours là et nous prouverons ainsi que nous n'avons pas dit notre dernier mot. Merci beaucoup. Belle référence Roland.
Effectivement, nous n'avons pas dit notre dernier mot, en tout cas dans notre cause, mais nous avons dit nos derniers mots dans cette émission. Sachez que vous devez peut-être même parler de l'émission autour de vous, partager les émissions si possible. Pour nos auditeurs YouTube, normalement, le son s'est amélioré, en tout cas, je l'espère avoir amélioré le son le plus possible. Je continuerai mes efforts de ce côté-là. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir Alexandre, au revoir Roland. Au revoir à tous.